tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Bonjour chers compatriotes, membres et abonnés de Tango Ekoki RDC ou Tango Ekoki Télévision. Nous sommes sur YouTube. Nous avons un site internet également, Tango Ekoki, où nous diffusons les différentes informations à temps réel. Hormis ce site internet, vous pouvez nous suivre également par un compte Twitter qui est réel et le compte Twitter est identifié au nom de Stéphane Balamwange. Si ce sera la première fois de suivre cette vidéo, alors rassurez-vous que vous êtes un abonné de Tango Ekoki RDC. Si ce n'est pas le cas, nous avons notre site de l'information www.tangoekoki RDC où les informations sont à temps réel. Il y a énormément d'articles et de données que nous n'avons pas si traitées directement au cours d'une émission, mais ces données sont mises en ligne à la possibilité et bénéfice de consommateurs que vous êtes. Merci et veuillez vous abonner. Aujourd'hui, messieurs et dames, nous recevons pour vous un chevronné. C'est un avocat praticien, dit avocat, donc juriste de formation, au moins une durée de 30 ans, comme un activiste et défenseur des droits humains. Quand nous parlons de 30 ans, nous remontons depuis la République d'Isaïe. Alors, nous étions dans la dictature. Il est un directeur général de l'Institut de recherche en droits humains. Et nous avons décidé aujourd'hui, le fait que ça fait débat, ça divise, ça crée les camps. Les uns les autres s'identifient en tant que tels des pères des mères. Les autres s'identifient en tant que de marginalisés ou ceux qui sont ciblés par telle ou autre initiative. Nous voulons parler spécialement des projets, la loi proposée initiée par Noël Chani, qui a été endossée par l'honorable Tingi Pouloulou Pichou Servo, député élu de la circonscription de la Funa. Et c'est autour de ce sujet que nous allons débattre. Et pour analyser cette question qui suscite tant d'intérêt pour plusieurs, tant ici au Congo, dans la diaspora, dans le Congo profond, tous les Congolais en parlent et nous recevons pour vous le directeur de cet institut de recherche en droits humains qui est un avocat, Maître Chiswaka. Nous vous recevons et nous vous disons bonjour, soyez le bienvenu dans la chaîne Tango Ekoki RDC. Merci beaucoup Maître Joël, merci à Tango Ekoki. Je suis content de participer pour la première fois aux émissions de Tango Ekoki et j'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct en ce moment seront ravis d'avoir notre point de vue sur cette question d'actualité qui défraye les chroniques d'actualité à travers la République. Et comme notre Institut de recherche en droits humains a un avis tout à fait pédagogique, nous serons contents de partager avec vous notre avis. Merci beaucoup et je voudrais de prime abord de vous poser la toute première question qui me vient à l'esprit après qu'on ait passé au moins 30 ans défendant le droit des autres, étant à côté des victimes tout comme des bourreaux d'un côté, puisque les bourreaux tant comme victimes, tous sont les humains. Comment vous pouvez résumer et peindre le tableau de la situation des droits humains qu'on appelait à l'époque droits de l'homme en République démocratique du Congo pendant ces 4 dernières années? Si vous pouvez nous résumer de manière générale au Congo et avec des cas très illustrés, avons-nous progressé du temps où vous avez commencé la lutte aux Zaïre, après Mouzé et M. Joseph Kabila, avons-nous progressé? Il y a des signaux encourageants ou il y a des recommandations à faire quant à la lutte et l'esprit du combat que vous avez mené au bout de 30 ans? Merci beaucoup, cher maître. Je vois en ce que vous venez de dire 2 questions. La première question, c'est une analyse de pratiquement 4 ou 5 décennies des droits de l'homme.
Et la deuxième question, c'est les 4 dernières années. Ouais. Nous pouvons dire, très brièvement, sous le régime de Mobutu, les questions des droits de l'homme étaient reléguées au second plan parce que le régime était policier, le régime fonctionnait sous le monopartisme, les libertés d'expression et d'opinion étaient sur papier mais n'étaient pas respectées parce que tout le monde était contre sa volonté, membre d'un seul parti politique, le Mouvement populaire de la Révolution. Alors les répressions, c'était la discipline du parti. On ne pouvait pas parler tout à fait des droits de l'homme, il y avait beaucoup de répression. Nous sommes allés sous le régime de Kabila le père. Il y a eu aussi difficulté de faire avancer les droits de l'homme parce qu'il avait suspendu la Constitution. Nous avions une Constitution où c'est lui-même qui était le centre du pouvoir et il régentait tout. Et il y avait aussi déjà des problèmes avec les troupes rwandaises, ougandaises, burundaises qui l'avaient accompagné au pouvoir en mai 1997. Et ces troupes, particulièrement les troupes rwandaises, commettaient énormément d'atrocités à partir des Goma jusqu'à la province de l'Équateur contre des populations réfugiées Hutus qui étaient en RDC. Et en passant, il y avait aussi beaucoup de Congolais qui en étaient morts. Il y avait une forte destruction aussi de notre faune et notre flore. Donc il y avait des graves violations des droits de l'homme à cette période-là. Mais la période était très courte, de 1994 à 2001. Et la période de 2001 à 2018 a connu une évolution parce qu'on a rétabli l'ordre constitutionnel. Nous avons eu une constitution qui a été promulguée en février 2006 et qui a demandé à tout le monde de respecter une nouvelle procédure démocratique. On a consacré le multipartisme et puis nous avons organisé les premières élections en 2006. Les élections, on les avait acceptées telles quelles, qui nous avaient donné le premier président. Et puis on a évolué les élections en 2011, les élections qui devraient avoir lieu en 2016, on les a eues en 2019. Donc il y a eu une évolution du point de vue institutionnel, un peu de démocratie. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous souvenir que pratiquement les 3 dernières années du régime de Kabila, il y avait eu une forte répression des défenseurs des droits de l'homme, donc une très forte répression des libertés d'expression et d'opinion. D'aucuns se souviennent encore des morts des activistes des droits de l'homme, tels que Floribert Chebeya et Fidel Bazana, qui étaient morts déjà en juin 2010, les Rossi Mukendi et les jeunes Kapangala, les jeunes de Kulula à Goma. Ok, il y a beaucoup de jeunes comme ça dont elle se souvient, c'était sous la répression. Et maintenant, depuis 2019 jusque maintenant, nous avons noté que la population essaie de conserver la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association qu'il avait déjà conquis sous le régime de Kabila. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de libertés que la population ne sait même plus l'utiliser sciemment. On a la liberté d'expression, mais on ne sait pas l'exprimer conformément aux lois. On a la liberté d'opinion, mais plusieurs fois, on n'a pas d'opinion à émettre. On est en train de suivre des fake news. Alors, les libertés d'association, on en abuse pour faire des milliers d'ONG, des milliers d'églises, des milliers de partis politiques qui ne nous servent plus. Alors là, nous sommes allés à l'extrême des libertés, c'est pratiquement le libertinage. Il y a quelques taches noires, c'est que les services de police qui ont beaucoup changé, il faudrait d'abord admettre cela, que nos services de police et de renseignements ont beaucoup changé entre le régime passé et le régime actuel. Mais il y a des bémols où on constate que
il n'y a pas de formation des agents de police, alors ils se comportent très mal. Vous n'avez qu'à voir sur la voie publique, la circulation publique, comment les services publics ne sont pratiquement pas rendus. Les agents de police qui sont sur la voie publique, ils pensent qu'ils ont droit à rançonner systématiquement tous les usagers de la route. Et c'est au vu et au su de tout le monde. L'autre service public qui n'est pas tout à fait à la hauteur, c'est dans le cadre des droits économiques. L'eau et l'électricité, c'est tout un problème. Les infrastructures, nous avons droit à circuler librement à travers le pays, mais il n'y a pas de routes qui nous permettraient de circuler. Et bon, du point de vue des libertés politiques, il y a très peu de prisonniers politiques qui sont sous le régime précédent. Donc nous pouvons dire de manière très ramassée, sans que ce soit appuyé par des statistiques, nous pouvons dire que à l'heure actuelle, nous défenseurs des droits de l'homme, nous respirons un peu. Nous avons très peu de cas à documenter que sous le régime passé. Donc il y a une évolution positive. Merci. Il y a une évolution positive, tant de les consolider d'ailleurs dans la même direction et de faire à ce que nous puissions avancer. Donc l'état des droits tente de se consolider, mais il y a encore d'inquiétudes, il y a encore des soucis. C'est un professionnel qui est resté dans ce domaine plus ou moins 30 ans. Et maître, j'avais à ce que nous puissions discuter aujourd'hui d'un projet qui fâche, d'un projet qui divise, d'un projet qui nous fait à ce que nous puissions nous regarder certains les uns les autres à champ de défaillance, s'il faut utiliser les mots qui n'est pas approprié. Mais dans le fond, la toute première question, comment dans une démocratie, tant au Congo qu'ailleurs, un professionnel dans le domaine des droits et de défense des droits humains, comment élabore-t-on un projet ou initie une loi? Quels sont les fondamentaux? D'abord, pour initier une loi, qu'est-ce que ça doit faire et pourquoi initier une loi alors qu'il y a de loi? Merci beaucoup, cher maître, pour la question. C'est une question très importante. La loi est nécessaire pour réglementer les faits sociaux dans la société. Donc, une population dans une communauté, le cas d'espèce au Congo, on peut sentir la nécessité, l'importance, l'urgence de légiférer sur certaines matières. Alors, on peut proposer 3 formes de loi. La première loi, c'est la loi qui réglemente les relations de base d'une population. On dit, bon, c'est la Constitution. Il faudrait que nous puissions avoir la loi mère, la loi de base. Et là, très souvent, on appelle des personnes avisées, des personnes qui connaissent très bien les domaines, qui discutent d'une mouture, et puis on va passer à l'approbation populaire, ce qu'on appelle le référendum. Et si la population accepte à majorité, nous avons une constitution. Et nous avons une deuxième forme de loi, c'est la loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle, c'est celle qui porte modification ou complément de la Constitution. Dans le cas de la RDC, nous avons la Constitution de février 2006 et la loi portant modification de la Constitution de 2006 qui a été promulguée en janvier 2011. Ouais. Donc, ce que nous avons aujourd'hui comme Constitution, on l'appelle loi portant modification et complément de la Constitution de la République démocratique du Congo de février 2006. Et nous l'avons depuis 2011 et c'est la loi, et c'est la Constitution en vigueur. Tout le monde doit la respecter. Et nous avons, troisième catégorie de lois, ce sont les lois organiques. Ce sont les lois qui règlent différentes matières dans les domaines de commerce, dans le domaine d'aviation,
dans les domaines de nationalité, dans les domaines électoraux, alors ces lois, c'est suivant la nécessité et l'urgence que on les adopte, on les vote au Parlement. Il y a un problème là-bas très important qu'il faudrait signaler. D'accord. C'est l'initiative de la loi avant le vote au Parlement. Et c'est à ce niveau que, sans vous interrompre, juste pour vous relancer, que le Congolais devrait un peu s'attendre. L'initiative. Qui initie, comme dans le cas échéant? Qui initie? Tout citoyen ou n'importe qui ou qui initie? Pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur YouTube, je vous salue. Si vous avez une idée qui vous taraude, et vous avez une idée très géniale, vous êtes savant dans un domaine précis, vous mettez ce que vous avez par écrit, vous cherchez un législateur. Ça veut dire les personnes que nous avons élues, qui sont au Parlement, qui sont des sénateurs, ou bien qui sont des députés nationaux, ou bien vous cherchez, et dans les domaines que vous voulez influencer, si c'est les domaines dans n'importe quel domaine vous allez au gouvernement, vous cherchez le ministre du domaine. L'initiative peut venir du gouvernement pour la proposition d'une loi organique. L'initiative peut venir des élus pour la proposition d'une loi organique. Si un citoyen quelconque a une idée de proposer une nouvelle loi ou une modification de la loi, la Constitution l'oblige de passer par les élus. Parce que, comme vous savez, dans notre pays, la Constitution nous dit que le peuple est souverain, mais il exerce sa souveraineté à travers les élus. Exact. Il y a aussi deuxième façon d'exercer la souveraineté, c'est par le suffrage direct. Les lois organiques, les peuples exercent sa souveraineté à travers les élus, mais en ce qui concerne la loi constitutionnelle, c'est-à-dire les modifications de la Constitution, le peuple exerce sa souveraineté à travers le référendum. Ça veut dire qu'on les consulte lui directement, parce que les grosses matières, c'est le peuple qui discute lui-même. Les matières organiques, bon, ok, on donne ça aux élus. Dans le cas d'espèce, parce que je vous vois venir, il y a cette loi qu'on appelle loi Tchani. Nous sommes un peu désabusés, nous les juristes, de voir que la grande population puisse suivre une loi d'une personne qui n'est pas député, qui n'est pas sénateur, qui n'est pas ministre, et puis bon, il crie comme ça, bon, j'amène la loi qui porte mon nom. Non. La proposition de loi doit porter sur une matière et doit être amenée au Parlement par un élu. Ce qu'on est en train de dire, loi Tchani, vous avez suivi l'évolution. Après cette correction, vous avez vu l'évolution, c'est que elle est portée par le député Tingi Pouloulou. Exact. Le député Tingi Pouloulou amène ça à l'Assemblée pour débat. Donc vous voyez, dans ce que nous avons dit de principe, c'est que ça doit être un député, et dans le cas d'espèce aussi, M. Noël Tchani a fait une proposition qu'il a fait porter par le député Tingi Pouloulou. Oui. Donc on ne doit pas appeler ça loi Tchani, on pouvait au moins appeler ça loi Pouloulou. Bon, direct, le dire de ces projets, sans ce n'est pas pour vous interrompre au moins, il ne porte pas loi Tchani. Dans le dire du projet que nous avions eu à lire, on n'identifie pas loi Tchani. C'est la population, comme on en a parlé à l'époque de la loi dite foncière, Bakajika, mais dans le texte, dans le fond, nulle part dans ce qu'on dit la loi Bakajika. Oui, effectivement. Mais c'est à l'heure que le professeur Bakajika a pu porter cette initiative comme un député aussi, comme un enseignant de droit, mais tout le monde prend les référentiels et il y en a eu au Congo des initiatives où on liait
déjà pour vous faire rire un peu, vous imaginez qu'à Kinshasa, le mesurage qu'on vend le maïs et autres est appelé Sakombi. Et à l'histoire, c'est M. Sakombi Inongo, alors gouverneur de la ville de Kinshasa, qui en a insisté, puisque le mesurage des haricots et le maïs au marché posait un petit problème. Et en insistant avec quelle mesure qu'il fallait imaginer, eh ben, les mamans marchés l'ont surnommé. Et c'est resté aujourd'hui comme une appellation Sakombi Oyo. Sakombi Oyo. Et alors que ça n'a jamais été poussé comme une forme de loi. Donc ça, c'est une appellation régulière, l'imaginaire du grand public, mais dans les textes, ce n'est pas repris loi Tchani. Oui, ça nous permet de débattre. Dans le texte, c'est intitulé Proposition de loi portant modification de la loi 04 de 2004 sur la nationalité congolaise. Alors, cette proposition de loi portant modification et complément de la loi sur la nationalité, c'est ce qu'on appelle la loi Tchani. Donc, elle vient faire des propositions sur la nationalité, sur quelques dispositions de la loi sur la nationalité. Exact. Elle ne vient pas remplacer la loi existante, elle propose de modifier quelques dispositions de cette loi de 2004 sur la nationalité. C'est notamment l'article 4, l'article 10, l'article 24, dont il propose, je pense, 11 articles à modifier. Voilà. Et nous avons travaillé là-dessus. Nous avons remis un mémorandum au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Notre point de vue dans ça, nous avons déjà dit en son temps que cette loi est irrécevable et inconstitutionnelle. Bien avant que vous puissiez développer sur le fondement de l'irrécevabilité de cette initiative, de cette loi, oui. Et puis, tout ce qui démontre à suffisance que cette initiative est inconstitutionnelle, je voudrais d'abord, sur l'aspect des principes, partant des explications précédemment développées par vous, l'initiative, la démarche entreprise au regard du droit d'un État dit démocratique, est-ce que c'est biaisé la démarche d'abord, l'initiative, dans un État de droit, quelqu'un peut penser un député peut porter, et d'ailleurs, c'est pour ça même que les députés, là, parce que du point de vue de la forme, en quoi cette démarche est mauvaise? Il y a un élément positif et un élément négatif. L'élément positif, c'est que tout citoyen congolais a la liberté de penser. Et a la liberté d'aborder l'élu qui lui est le plus proche, qu'il peut discuter avec l'initiative de la loi. Et il donne cette initiative à l'élu pour porter ça à l'Assemblée. Dans le cas d'espèce, c'était une bonne chose pour Noël Tchani de réfléchir et de faire porter sa réflexion par l'élu Tingui Pouloulou et amener ça à l'Assemblée. Là où ça ne va pas, c'est le côté marketing politique que prend la démarche. Parce Comment que ça? lorsque vous faites une proposition de loi, mais vous attendez qu'elle soit étudiée et qu'on puisse vous répondre. S'il y a le plaidoyer à mener pour que votre proposition passe, c'est au Parlement. C'est ce qu'on appelle en anglais le lobbying. Ça existe par tout le monde. En anglais, lobbying, lobby, ça veut dire couloir. Ça veut dire ces personnes qui traînent dans les couloirs, qui attendent les parlementaires avec le bout de papier pour les influencer leurs décisions. Donc, si vous avez déjà fait une proposition de loi, vous allez en groupe, même un petit groupe là, dans les couloirs du Parlement, avec des idées. Vous donnez aux parlementaires. Et vous voyez, des fois, des plénières sont publiques. Vous pouvez être aussi dans la salle là-bas, vous suivez les débats, et quand vous voyez un parlementaire sortir, aller même aux toilettes, vous courez après lui, vous lui donnez un petit bout de papier, vous dites non, là-bas, nous avons voulu dire ça, nous avons fait ça. Ça s'est fait dans un cadre
réglementé, le Parlement, c'est là que se discutent les lois. Mais ici, ce que nous déplorons chez Noël Tchani, c'est qu'il en fait un marketing politique. Il porte ça, il va partout dans des chaînes de radio et télévision, dans des églises, dans des mosquées, dans des marchés, dans des universités. Il veut dire à tout le monde, moi j'ai proposé, c'est moi Noël Tchani, c'est moi Noël Tchani. Et pourtant, ce n'est pas ça la procédure. D'où à vous attendre, Noël Tchani joue sa propre carte. Il est en train, au fait, de jouer sa propre carte. Non pas de sauver la nation, pas du tout. Non pas de protéger, advient, comme on le dit, l'infiltration et autres. Non. Noël Tchani se servent d'une idée pour se vendre politiquement. Un peu plus cher. Effectivement. Parce que quand vous voyez... Donc c'est lui le gagnant de cette initiative. Il a déjà gagné et il est en train de se faire des bénéfices. Ah bon? Parce que oui, Tchani n'attend pas le résultat de la loi. Il est en train de compter ce qu'il gagne au jour le jour. Parce que si vous voyez comment il joue... Gagner au jour le jour, comment... Oui, les gens veulent un peu en savoir un peu plus. Les tactiques de Noël Tchani, c'est que d'abord, vous savez que l'homme a été candidat aux élections présidentielles passées. La campagne portait sur ce qu'il appelait le plan Marshall pour la RDC. Il a tenté d'utiliser le nom de Marshall, mais les Congolais n'ont même pas compris ici c'est quoi, c'est qui Marshall, tout ça. Et ça n'a pas marché. Et le monsieur n'a pas eu de voix et il était perdu. Il y a des prochaines élections. C'est un politicien. Il a un parti politique. Vous connaissez son parti politique? Non, je ne connais pas le parti politique de Noël Tchani particulièrement. Je suis convaincu que 99,9999% des Congolais ne connaissent pas le parti politique de Noël Tchani. Étant conscient que les gens ne connaissent pas son parti politique, il a besoin d'une approche plus stratégique pour que au moins la personne de Noël Tchani soit connue. C'est comme ça qu'il sort ce marketing. Il parle moins de son parti politique, mais il parle de lui-même et du projet, initié par lui et Tligi Pouloulou. Et vous voyez, chaque fois qu'on le reçoit par un journaliste, c'est là qu'il essaie de dire mon parti, c'est ci, mon parti, c'est... Même le jour qu'il est parti au Parlement et à l'Assemblée nationale voir le président Mbosso, c'est là qu'il a voulu introduire le nom de son parti. Mais les gens ne connaissaient pas son parti. Il n'insiste pas parce que c'est de la peine perdue, c'est de l'énergie perdue. Il revient sur loi Tchani. Alors, en disant loi Tchani, il éveille la curiosité. C'est quoi ça, la loi Tchani? Dans le fond, au fait, il n'y a rien de loi là-dedans. Ah bon? Il n'y a rien, nous allons y arriver. Professeur Noël Tchani. Il n'y a rien dans tout ce qui par contre, il essaie de titiller certaines personnalités politiques, les énerver certains camps politiques. Et il tire les bénéfices des réactions, des mauvaises réactions des camps politiques. Vous voyez, chaque fois qu'il attaque tel politicien, quand celui-là réagit, tout le monde essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas de ces attaques contre les Métis. Non, bon, les Métis ont une loyauté partagée. Ils ont une loyauté partagée. Lorsque les Métis commencent à réagir, et lui maintenant vient s'expliquer. Non, vous savez pourquoi j'ai dit ils ont la loyauté partagée? Parce que s'il est né d'un parent étranger, par exemple, si son père vient du Rwanda, et le Rwanda nous attaque, bon, maintenant, lui, il va prendre le pays, il va vendre le Rwanda. Donc, il est en train d'asseoir sa loi sur des procès d'intention contre des enfants qui ne sont même pas encore nés. Hein, parce qu'il dit, un enfant qui serait né d'un parent étranger. Comment un enfant qui serait né d'un parent étranger aura déjà une loyauté partagée? Pendant que ceux qui ont dirigé le pays, qui sont de père et de mère, qui sont présumés avoir la loyauté totale, ont mis le pays KO. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un seul président qui a eu une loyauté partagée.
Ce sont les deux pères et deux mères. Alors vous voyez qu'il n'a pas besoin d'attendre le résultat. Lui, il fait le marketing politique en s'attaquant à différents groupes. Et ce sont les différents groupes, particulièrement les gens du Katanga. Ils lui ont donné beaucoup de points. Vous avez vu comment ils ont réagi. Ils disent non, nous allons faire la sécession katangaise. Lui, il est très content avec ça. Vous voyez, ils vont faire la sécession katangaise. Alors, il gagne des points. Il devient populaire avec ça. Maître, ici, vous me suscitez à ce que je vous pose deux petites questions. Ok. J'espère bien que vous avez lu ces projets de loi, cette initiative que je voudrais bien le dire, qui n'est pas aussi l'initiative du gouvernement. Ça, il faut... Non, pas du tout. Ce n'est pas une initiative étatique, c'est une initiative citoyenne d'un individu. Oui. Est-ce que le texte de ces projets vise-t-il le métier? Est-ce que, si ces projets visent-ils le métier, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, vous êtes un acteur majeur de la société civile, plus ou moins 30 ans. Oui. Y a-t-il une province où il n'y a pas un métier dans ce pays? Je pense, j'ai circulé pratiquement toutes les provinces de la République. Je pense avoir vu au minimum un métier dans chaque province. Au minimum un métier. Parce que dans chaque province, il y a eu des Blancs qui ont circulé depuis la colonisation jusqu'à maintenant. Il y a eu des commerçants comme des Portugais, des Espagnols. Il y a eu des militaires belges, il y a eu des Grecs. Il y a eu même un moment des Marocains, des militaires marocains qui étaient venus. Les Libanais qui sont un peu en train de faire le commerce d'exploitation de matières premières. Donc il y a des métiers presque dans tous les pays, sur toute l'étendue. Et puis, vous savez, bon, aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Sur 26 provinces, vous savez combien se trouvent à la limite avec les autres, à la frontière avec les autres provinces. Sur 26 provinces, nous avons 17 provinces qui partagent la frontière avec des pays voisins. Si vous comptez bien, partez seulement d'ici de Congo central, Kinshasa, Équateur, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Haut-Tuélé, Bas-Tuélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Okatanga, vous rentrez jusqu'au Lualaba, Kasai oriental, Kasai central, jusqu'au Kwango. Mais vous en aurez 17. Tous ces 17-là, dans les activités commerciales, depuis nos ancêtres, c'est des échanges avec les villages voisins. Les villages voisins à 10 mètres de là où on est à la frontière avec l'Angola. Les villages voisins est en Angola. Et quand il y a des activités comme ça, il y a des enfants de l'Angola qui naissent, qui viennent au Congo, les enfants du Congo qui vont en Angola. Donc on ne vise pas un individu quelconque, je suis d'accord avec vous, mais il est question ici de politiques, ils sont en train de tacler certains individus pour avoir des réactions, parce que quand il les tacle, il les cite des noms. Il les cite des noms pour qu'ils puissent avoir des réactions politiques qui lui sont bénéfiques. En tout cas, de ce genre de questions, moi je crois, pour qu'on en arrive, on a encore du temps. Dans les timings de ce qu'il nous faudrait analyser, si cette loi ne vise pas le métier, oui. Si cette loi ne vise pas d'autres Congolais, pas par la peau, oui. Mais comme vous l'avez dit ici, par exemple, de nos 17 frontières. Oui. Quand je parle de 17 frontières, par le fait qu'il y a 17 provinces, nouvelles provinces, exactement, oui. Nouvellement créées, qui sont frontaliers avec les 9 voisins, oui, oui. Les 9 voisins qui nous entourent. Et je voulais capituler un peu. Du point de vue des droits constitutionnels, du point de vue de toutes les lois du monde, et vous avez sillonné des pays, et vous êtes un praticien des droits de quelques dizaines d'années. Oui. Est-ce que la magistrature suprême, la responsabilité au sommet de l'État ou dans la conduite des corps constitués, oui. Tous les pays du monde laissent cela, l'accessibilité à n'importe qui et n'importe comment, il n'y a pas de restrictions?
il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cela. Tout est ouvert à n'importe qui, à n'importe comment, et pourtant, les jurisprudences démontrent, par exemple, je voulais prendre des cas de la Constitution américaine qui est beaucoup plus basée sur le droit du sol. Oui. Au lieu de mettre les ius sanguinis dans les débats et les ius soli dans les débats, ils se sont basés plus sur le sujet, le citoyen américain. Pas pour la peau, mais le citoyen américain qui est éligible à être candidat président des États-Unis, doit être né au sol américain. Donc, même quand vous êtes américain, s'il faut emprunter leurs mots, de père ou de mère ou de n'importe quel sang, mais le fait que vous êtes né au Zimbabwe, et un mois après, vous rentrez aux États-Unis, vous êtes né au Nicaragua, quelques jours après, vous rentrez aux États-Unis, lors de la candidature, quand on vérifie à partir de votre certificat de naissance, eh bien, vous n'êtes pas éligible. J'ajoute l'aspect de la Tunisie, qui est allé même au-delà de la religion. Vous pouvez être un bon né, vous avez, puisque ils ont parlé de père et mère, des grands-parents et arrière-grands-parents doivent être tunisiens et qui habitent régulièrement sans qu'ils aient quitté la Tunisie. Et on ajoute un autre aspect, même si tout cela est bon, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être candidat président de la République. Et pourtant, il y a des chrétiens tunisiens. Beaucoup de Congolais, de jeunes, ont déjà été à l'université centrale de Tunis, à l'université publique de Tunis et autres, savent de quoi nous en parlons. Et ainsi de suite, au Zimbabwe et ailleurs, il y a des règles restrictives. Et si le Congolais, ou un de Congolais, Tchani, ou Tingi, ou quelqu'un d'autre, pense que pour des raisons de renforcer l'autorité de l'État et d'empêcher ce qui est l'infiltration demain ou le lendemain, voici comment j'imagine qui peut être candidat président de la République. À quoi une initiative pareille peut heurter les sensibilités pour mettre tout le monde à musique, d'imaginer, ben ça on est ici pour moi, ça on est ici pour tel X, ça on est ici pour Y. Alors que le caractère de la loi doit être revêtu d'un sens impersonnel. Très bien. C'est un peu ce que je voudrais un peu qu'on en sache. Je suis très content que vous ayez posé cette question avec autant d'aisance. C'est là que le public doit attirer beaucoup d'attention. Vous m'avez posé la question de savoir, dans l'initiative de la loi, qu'est-ce qui fâche? Je vous avais dit, l'initiative elle-même, c'est une très bonne chose. Qu'on ait réfléchi, qu'on ait proposé quelque chose et qu'on l'ait donné à un député pour débat à l'Assemblée nationale. Très bien. Mais là où se pose un problème, c'est le marketing politique qui vient avec. Lorsqu'on fait un grand marketing politique, on viole même les règles les plus fondamentales dans l'élaboration des lois. Quelles règles? Première règle, lorsque vous avez fait une réflexion et vous en faites une proposition de loi, soumettez ça au bureau d'études de l'Assemblée pour qu'on puisse vérifier deux choses. Si la loi ne se contredit pas elle-même, elle ne se contredit pas avec l'ordre juridique existant, ça veut dire les autres lois préexistantes. Et deuxième chose, si la loi n'est pas contre la Constitution, les dispositions constitutionnelles, à ce moment-là, si votre proposition dépasse ces deux conditions, on va donner ça aux députés pour discussion. Or, cette proposition de loi, dite loi Tchani, elle est très contradictoire en elle-même et elle viole plusieurs dispositions constitutionnelles. Avant même que le bureau d'études ne puisse répondre en Tingibouloulou, mais Noël Tchani est déjà dans toutes les églises en train de vulgariser une proposition de loi qui est contradictoire et qui est contre les dispositions constitutionnelles. Ah bon? Et d'ailleurs, la première fois qu'il avait soumis ça à l'Assemblée, vous avez suivi
le président Bosse le dire ouvertement à la télévision. Le bureau d'études avait rejeté ça, avait dit que non, c'est contre la Constitution. Ils sont allés, ils ont essayé de faire une retouche, ils ont remis. Mais même l'actuel texte qu'ils ont remis, c'est toujours contre la Constitution. Et d'ailleurs, je pense que vous ne devrez pas poser cette question-là parce qu'il y a une très grande évolution dans ce débat sur la loi Tchani. Tingi Pouloulou lui-même l'a déjà contredite. Tingi Pouloulou dit que c'est... Il a déjà contredit Noël Tchani. Il a déjà... Non, pas contredit la proposition de cette loi. Alors, comment a-t-il dit contredit? Voilà. À quel mot et à quelle phrase? Il faut être technicien pour détecter tout ça. C'est pourquoi nous sommes là pour éduquer la population. Et puis nous vous avons invité puisque les gens pensent que nous sommes une chaîne à tendance cynique. À tendance cynique où nous réfléchissons d'un côté, tout est Tshisekedi, tout est IDPS, tout est et autres. Et là, nous prouvons au monde que la chaîne, elle est ouverte à tout le monde. Un acteur de la société civile qui a un autre son de cloche. Contrairement, puisque cette chaîne, sur la même chaise, nous recevons Noël Tchani. Ici, sur la même chaise, là vous y êtes assis. Il était ici. Et en ligne, il y a plusieurs émissions Noël Tchani. C'est déjà expliqué quant à ça. D'ailleurs, la toute dernière émission, ça date de moins de 2 semaines. De 2 semaines avec Noël Tchani. Je vais vous dire que cette loi est contradictoire et anticonstitutionnelle. Tingi Pouloulou a pris une initiative avec une autre personne que Noël Tchani pour proposer une loi portant révision de 3 dispositions constitutionnelles. 3 articles seulement. 3 articles constitutionnels que nous avons, en fait, nous lui avons relevé à peu près 6 articles qu'il avait violés dans cette proposition de la loi sur la modification de la loi sur la nationalité, mais ils ont introduit un projet de révision de la Constitution à cette session de mars 2023 sur les articles 10, 72 et 111. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement ces articles tant visés? L'initiative de Ting vise à modifier, à toucher quoi? Je vais y revenir parce que c'est très important. C'est là le fond. Ça vide les débats sur la loi Tchani. La loi Tchani, c'est fini, on n'en parle plus. Parce que quand nous avons dit que cette loi est inconstitutionnelle, les gens n'ont pas su comprendre de quoi il était question. Mais Tingi lui-même l'a compris. Il est allé introduire une loi pour la révision de la Constitution. Vous savez pourquoi il est allé introduire la révision de la Constitution? L'article 10. L'article 10 porte sur la nationalité. Ouais. Sur cet article, la nationalité, l'article 10 dit, la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être portée concurremment avec une autre nationalité. Mais dans la loi Tchani, qui sont en train de proposer là, à l'article 4, ils sont en train de battre en brèche le principe d'exclusivité. Ils disent la nationalité congolaise est une, full stop. C'est ce qu'ils sont en train de proposer dans cette loi Tchani. Quand nous avons dit, mais écoutez, vous êtes en train d'enlever un principe constitutionnel sur l'exclusivité de la nationalité congolaise, vous ne pouvez pas faire ça. Ils sont allés introduire vite une proposition de modification de la Constitution. Et là, nous leur disons, non, messieurs, lorsque vous venez avec une proposition de modification de la Constitution, ça veut dire que vous reconnaissez que votre proposition de loi sur la modification de la loi de nationalité est inconstitutionnelle. Donc, on ne va même pas regarder ça. Maintenant, on va regarder votre proposition de révision de la Constitution. C'est là que nous devons aller avec vous pour que la population comprenne. C'est ça le deux questions. Mais maintenant, je vais vous donner le contenu de l'article 10, 72 et 111. C'est celui qui je suis devant l'article 10. Mais alors, rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent.
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Donc, entre parenthèses, une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Très bien. Puisque ici est congolais d'origine que celui qui, ces ethnies, Voilà. se sont retrouvés, l'ethnie Oui. dont il fait partie, dans ce cas constitué le Congo de 1960, c'est-à-dire à l'accession à l'indépendance. On a parlé de cette nationalité qui doit être une, qu'on ne peut pas détenir avec une autre. Et à ce titre, même s'il faut rester dans l'article 10, je ne vois pas en quoi l'initiative de Ting et Noël Tchani par rapport à la loi sur la nationalité heurte. Puisqu'ici, parlant des Congolais d'origine, j'attends souvent les gens disent qu'un Congolais d'origine, que c'est lui qui est né d'une mère ou d'un père. Mais la Constitution ne l'a pas repris en tant que tel. Vous savez, là nous disons que la loi heurte cet article 10, la loi Tchani, parce que elle enlève le principe d'exclusivité. L'article 4 de leur proposition de loi reprend la phrase de l'article 10, mais enlève le dernier mot. Si vous lisez l'article 10, lisez le premier alinéa, première phrase. La nationalité congolaise est une et exclusive. Très bien, stop là-bas. Dans la proposition de la loi Tchani, on dit la nationalité congolaise est une. Stop. Ils enlèvent exclusive. C'est là nous leur disons, non, là vous trichez. Vous êtes allés contre le principe constitutionnel d'exclusivité de la nationalité. Et vous savez pourquoi ils ont enlevé? Non, c'est à vous de nous dire. Moi, parce qu'ils ont introduit à l'article 24 de leur proposition de la loi Tchani, ils ont introduit le principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ça veut dire, si vous avez la nationalité congolaise d'origine et que vous résidez à l'étranger, vous pouvez acquérir une ou plusieurs autres nationalités et garder la nationalité congolaise. C'est pourquoi ils ont enlevé l'exclusivité de la nationalité congolaise. Et vous savez, le deuxième alinéa, ils l'ont effacé dans leur proposition de loi. C'est que vous n'avez pas encore lu. C'est leur proposition de révision de la Constitution. Comment est-ce qu'ils revoient cet article 10 de la Constitution? Moi, je peux vous lire parce que moi, j'ai lu leur proposition de la révision. C'est ça que je suis en train de vouloir. Voici ce qu'ils disent. À les attendre, c'est comme s'ils épousent l'idée du texte israélien, et juif et israélien, que celui, si vous êtes d'origine, que vous soyez américain juif, français juif, allemand juif, argentin, brésilien, quand vous rentrez en Israël, vous êtes au Rwanda, c'est la même pratique. Je voudrais éclairer l'opinion publique sur ce point pour qu'on revienne rapidement. Exactement, vous pouvez alors lire. Lorsqu'on fait un débat sur les lois, il faudrait qu'on se rassure que les lois ou la discussion s'est fait conformément à la Constitution. Si tous les débats que vous faites n'est pas conforme à la Constitution, il faudrait faire le débat sur la Constitution. Ici, la confusion que Tchani est en train d'amener dans le public, c'est quoi? Il ne discute pas du bien fondé de la Constitution. Il discute des choses en l'air qui ne sont pas dans notre Constitution. C'est pourquoi nous lui disons, non, écoutez monsieur, conformez-vous à la Constitution. La Constitution, c'est qu'on dit en français, en bon français, Constitution en vigueur. Ça veut dire qu'il y a encore force de loi. Tant qu'on ne l'a pas encore changé, vous ne pouvez pas
passer outre. Vous ne pouvez pas faire des discussions au-delà de ce qui est. Si vous avez l'intention de changer ça, eh bien, rentrez d'abord à changer la Constitution. Si vous voulez que des Congolais soient comme des Juifs, des Israéliens, tout ça, rentrez, changez la Constitution. Si vous voulez que les Congolais soient comme des Tunisiens, où on dit que c'est le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand, mais changez la Constitution. Si vous voulez qu'au Congo, on soit comme aux États-Unis, là, bon, il y a des restrictions, mais changez d'abord la Constitution. Tant que vous n'avez pas encore changé la Constitution. C'est ça la règle de l'art. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont au marché, là, qui font des discussions sur le droit, de laisser le débat aux scientifiques. La procédure veut que le débat se conforme à la Constitution. Si vous n'avez pas encore fait le débat sur la Constitution, tout ce que vous allez proposer, on va vous opposer la constitutionnalité et ça ne passera pas. En restant que dans ces mêmes idées, bien avant que vous lisiez l'initiative que vous avez voulu lire de ceux qui les conduisent, n'est-ce pas, à proposer une loi constitutionnelle, en ne restant que dans l'esprit de l'article 10. Oui. Quant à l'origine, ou à nos origines, à tant Congolais. Donc vous et moi sommes Congolais. Oui. On reconnaît l'origine ou les origines de chacun de nous, que si et seulement si celui qui dit être Congolais appartient à un groupe ethnique qui était au Congo avec des terres congolaises à l'indépendance du Congo. Exactement. Ou à défaut de ne pas appartenir au groupe ethnique, ce qu'il faut, en principe, il faut, puisqu'on a parlé de la nationalité acquisitive, donc on a dénaturalisé. Oui. Vous pouvez ne pas appartenir au groupe ethnique, mais vous vous êtes naturalisé. Je préfère ici citer un cas illustratif que beaucoup de Congolais savent ici, puisque vous êtes un acteur majeur de la société civile au Katanga, par exemple le cas de Nazem. Oui, Nazem Nazembe. Juste pour illustrer son cas, c'est un Congolais, mais dans les cas où il a été naturalisé. Et il n'y a pas que Nazem, ils y sont nombreux, dénaturalisés. Chaloupa. Pierre Chaloupa, par exemple, paix à son âme, et ainsi de suite. La femme de M. Djomi Dongala. Et la liste elle est longue. La femme d'Ex-Réoda, l'autre vice-président de la République, Yerodi Abdoulaye Dombassi. Là, on va vous expliquer. Donc, ça c'est éclairer à l'opinion. En restant dans cette idée. Donc, la Constitution elle-même a commencé par dire est Congolais. D'origine. Que celui qui est ici de nos groupes ethnique. Mais il y a certains Congolais qui disent être Congolais d'origine, mais une fois, on imagine maintenant pour chercher à l'identifier à travers nos différents groupes ethniques, on ne les retrouve pas. On peut les retrouver soit qu'il est à côté dans nos pays les groupes ethniques et les pays limitrophes, les autres en Zambie, les autres au Rwanda, les autres à Burundi, les autres en Angola, comme par exemple... Il y en a plein, prenons l'hypothèse de Kinshasa, sans vexer quelqu'un, le Bazombre. Il y a des gens, qui viennent de l'Angola. Exactement, donc c'est un peu, de manière générale, on ne cible pas, on imagine. Mais en quoi ceci n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'en nous regardant, la question des Congolais d'origine, dans la même Constitution, sans qu'elle soit modifiée, est réglée. Mais maître... Mais ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'échapper à la proposition de Noël Tchani, l'inconstitutionnalité de Noël Tchani. Ah bon? Oui. Noël Tchani, ça que le public a besoin de vous suivre. Noël Tchani, si vous lisez sa proposition de la loi modifiant celle sur la nationalité, il dit l'institution congolaise est une et s'arrête. Sans ajouter exclusif. Sans ajouter exclusif. Ça, c'est un principe constitutionnel. Pour enlever ça, il faut modifier la Constitution. Lui, il a enlevé ça. C'est la première chose. Ntingimena tente de rattraper autrement en pensant à ce que vous voulez nous... Oui, tente de rattraper ça autrement.
en voulant modifier la Constitution. Okay. Et quand il veut modifier la Constitution, il veut adapter la proposition de modification de la Constitution à ce qu'ils ont déjà mis dans la modification de la loi sur la nationalité. Alors ici, il dit, je vais vous lire comment il veut que l'article 10 soit lu. Il dit, la nationalité congolaise revêt un caractère irrévocable pour le Congolais d'origine, être né de père et ou de mère congolais. Vous voyez ici. Alors il le corrige. Il ne dit pas que la nationalité congolaise est exclusive. Il dit que la nationalité congolaise a un caractère irrévocable. C'est pour rejoindre ce qu'ils ont mis dans la loi sur la nationalité, où ils ont introduit les principes d'irrévocabilité de la nationalité congolaise, afin que le Congolais puisse acquérir une ou plusieurs autres nationalités à l'étranger. Mais en même temps, ici au Congo, ils sont en train, ici ils demeurent congolais. Ils mettent même en doute la congolité de ces Congolais qui ne vivent qu'au Congo du fait d'avoir un parent étranger. Le parent étranger qui est rentré chez lui à l'étranger là, le Congolais de père et de mère le suit à l'étranger pour acquérir la nationalité à l'étranger. Mais il a la nationalité du parent de celui qui laisse ici. Et quand il rentre ici, il dit que non, toi tu n'es pas congolais. Mais lui a les doubles nationalités. Mais ça, c'est absurde. On ne peut pas avoir une telle réflexion. C'est monstrueux ça. On ne peut pas avoir ça en science. Ah mais non. Donc, et à l'article 10, Kingi et Noël Tchani se mutilent dans la procédure, dans l'imaginaire, et les Congolais ne s'en rendent pas compte. Non, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Et puis, le deuxième alinéa de cet article qui est proposé, il dit quoi? Toutefois, tout Congolais résidant habituellement à l'étranger et qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd celle-ci que s'il déclare expressément dans les conditions prévues par la loi relative à la nationalité. La loi relative à la nationalité qu'ils ont déjà préparée là. Donc, vous voyez la deuxième alinéa, il dit tout Congolais résidant à l'étranger peut acquérir la deuxième nationalité. Donc, dans la théorie de l'ouverture de nos enfants qui sont nés en Allemagne, partout, voilà, où ils peuvent être allemands et congolais. Oui. Bon, maintenant, dites-moi. Comme les Sénégalais et alors, les autres. Le débat porte sur quoi? Ici, vous dites que non. Si quelqu'un a un parent étranger, il aura la loyauté partagée entre son parent congolais et le parent étranger. Mais une personne qui a deux ou plusieurs nationalités n'aura pas la loyauté partagée entre sa patrie d'origine et la patrie d'acquisition. Mais c'est contradictoire. C'est pourquoi nous disons ces histoires sont contradictoires. Ces gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de proposer. Ils doivent donner ça aux techniciens pour qu'ils puissent bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer. Et maître, si nous vous écoutons très religieusement, quels sont les risques que l'État est en train de courir? Puisque à ce titre, il faut d'abord dire que l'État n'a initié rien en tant que tel, ni le gouvernement, ni quoi, ni c'est une initiative citoyenne. Oui. Quels sont les risques? Premier risque. Quel est le danger que l'État court du point de vue de la cohésion, la convivialité, l'unité nationale et néanmoins le risque pour l'avancement d'un état de droit que nous sommes en train de construire tous ensemble, tant acteurs politiques que vous, activistes de la société civile défendant les droits humains? Merci beaucoup, maître. L'introduction de ces idées dans le public met l'État en danger. Vous voyez déjà cette proposition à l'article 10. Il détache le Congolais d'origine de son groupe ethnique. Donc, dans la Constitution, ils ne veulent plus qu'on parle de groupe ethnique. Ils détachent ça. Ah, là, les Rwandais vont applaudir. Hein. Effectivement. C'est un grand danger. Là, ils vont applaudir. Parce que maintenant, ils veulent... On les reproche d'un côté de ne pas être répertoriés dans les différents groupes ethniques qui composent la RDC. Et là, le débat est clos. Et on ne peut plus pointer quelqu'un. Non, toi, tu es pas un groupe ethnique. Toi, tu es tout ça. Non, il n'y en a plus. Mais c'est un grand danger.
Ah bon? Le premier danger est celui-là. Et ces gens ne sont pas conscients. Ah Le bon? deuxième danger, c'est quoi? Je venais de vous dire que nous avons 17 provinces qui sont en frontière avec les pays voisins. Ça veut dire que dans les 17 provinces ici, il y a plusieurs enfants qui ont un parent venant de pays voisins, qui venant de l'étranger. Sans vous ajouter que la troupe de l'EAC là nous restera certainement des batailles. Des enfants. Et Ça, même certainement. les enfants qui étaient nés de toutes les rébellions qui étaient venues avant, les Ougandais, les Rwandais, qui avaient violé les 25 ans de la enfants, MONUSCO, les 25 ans de la combien de MONUSCO, les années de Marocains, de tout ça. Mais vous voulez en faire quoi? Vous voulez en faire quoi? Mais si on veut bien calculer les statistiques, on n'a même pas de statistiques de combien d'enfants congolais ont un parent étranger. Mais parce que c'est une majorité silencieuse, c'est une bombe à retardement. Les Tutsis qui sont en train de nous faire des problèmes là à la frontière, qu'est-ce qu'ils disent chaque jour? Ils disent non, nous sommes ici au Congo, c'est chez nous au Congo. Le débat, c'est quoi? Non, bon, vous êtes Congolais, mais vous n'êtes pas d'origine, vous êtes venu du Rwanda. Et ils disent non, nous étions ici depuis... Alors la discussion porte sur la périodicité. Il y en a qui disent vous êtes venus après l'indépendance, il y en a qui disent non, nous sommes là avant l'indépendance, il y en a qui disent que non, nous sommes là même avant les colonialistes, là nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Il y en a qui ne ratent pas l'occasion de s'associer au Rwanda pour faire la guerre. Vous avez vu, à chaque occasion, ils ne ratent pas l'occasion de s'associer au Rwanda pour faire la guerre. Exact. Alors, mais si vous en créez partout maintenant dans les 17 provinces frontalières, dans quel état vous mettez la République? Et puis, le président de la République lui-même, il a déjà vous pensez dit... que le problème, comme vous typifiez de Rwanda, et de ceux qui se disent que les Congolais les reprochent, qu'ils ne sont pas Congolais, ils sont Rwandais, tout ça, c'est nous, la République démocratique du Congo, qui créons cette situation d'échauffourée qui se vit à l'Est par des preneurs d'armes qui sont en cheval entre le Congo et le Rwanda, entre l'attachement du Rwanda et l'attachement au Congo. Non, ce n'est pas la République qui crée ça. La République a des normes à respecter. C'est le débat entre la population. De ce côté-là... La population locale. Oui, il y a beaucoup d'individus, beaucoup de fraudeurs qui sont venus du Rwanda pour piller les ressources et quand ils s'établissent, ils veulent acquérir la nationalité par la force. C'est là où se pose le problème de ce groupe. Ça, c'est un autre débat. Il y a beaucoup de terroristes qui sont entrés et qui terrorisent même les populations qui sont là depuis longtemps. Ça, c'est notre débat. Pour revenir à notre débat il y en a ici, aussi, ça, je voulais profiter de votre occasion, il y en a aussi de ceux qui sont dans la région, réellement, ils étaient avant 1960. Ça, c'est un élément à les souligner. Par exemple, on a enquêté que dans le Massissi, il y avait certains rwandophones, Hutu et Tutsi, qui vivaient déjà là-bas depuis 1926. mais vous le voyez ici, 1928 jusqu'à 1934. pendant que le M23 fait la guerre là-bas, il dit que non, les Tutsis sont en danger. Ici à Kinshasa, il y a des Tutsis, non? Vous le voyez, non? Non, mais ils sont même dans les institutions. Ils sont dans les institutions, ils sont dans la police, ils sont dans la police. Si vous allez dans les restaurants ici à Gombe, vous les verrez. Mais eux là-bas sont en train de faire la campagne pour dire que non, bon, on est en train d'exterminer les Tutsis. Bon, ça c'est un autre débat. Pour revenir à cette incongruité juridique qui est proposée par Noël Tchani, nous allons vous dire que non, c'est une proposition de loi qui est inconstitutionnelle. Et pour preuve, Tingi Pouloulou vient de proposer une révision de la Constitution pour faire passer cette proposition qui est inconstitutionnelle. Donc le débat sur la loi Tchani est déjà passé. Du fait que c'est le même député qui propose la loi Tchani et qu'on lui dit non, c'est inconstitutionnel, il propose la révision constitutionnelle, c'est qu'il accepte que la loi est inconstitutionnelle et maintenant qu'on puisse réviser la Constitution. Pour réviser la Constitution, pour aller aussi très vite sur ça, il y a plusieurs difficultés qu'il va rencontrer parce que le législateur, il a prévu tout ça.
la procédure pour réviser la Constitution est très rigoureuse pour éviter des révisions intempestives. Parce que vous savez, on ne peut pas revoir la Constitution à tout moment parce que il faudrait éviter que chaque individu se réveille un matin qui puisse revoir la Constitution et réviser la Constitution. Là, les difficultés, c'est quoi? L'initiative de révision de la Constitution, ce n'est pas comme dans le cas ici. Il faudrait que les députés Tsingui puissent avoir la majorité absolue et de l'Assemblée nationale. Et puis, il faudrait qu'on puisse mettre fin à l'état de siège. Parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état de siège. Or, le 30 mars dernier, l'Assemblée nationale a prorogé la loi sur l'état de siège. Donc, on ne peut pas revoir la Constitution maintenant. Il n'y a pas nécessité, il n'y a pas urgence, il n'y a pas importance. Le président de la République tient tellement à la sécurité qu'il a décrété l'état de siège. Vous n'allez pas lui demander d'élever l'état de siège parce que vous voulez revoir la Constitution et introduire la notion de double nationalité au moment où nous sommes en guerre à l'Est. Et puis, l'autre élément le plus important, on ne peut pas réviser une Constitution dans le but de diminuer les droits d'une personne humaine. Ça, c'est l'article 220 de la Constitution. Donc, les procédures de révision de la Constitution sont organisées par les articles 218, 219 et 220. Cette révision de la Constitution de Tsingui Pouloulou ne passera non plus. C'est dommage qu'il passe. Et quelles sont les recommandations aux députés qui sont massivement abonnés à cette chaîne, mais également un certain nombre de membres du gouvernement? Beaucoup de Congolais suivent nos différentes sorties médiatiques, ils les commentent, ils partagent et ils font débat. D'ailleurs, nous vous invitons pour que ceci fasse écho. C'est un point de vue d'un acteur de la société civile qui doit être pris en compte. Et le gouvernement, si tout de suite vous étiez à l'oreille d'Embosso ou vous étiez devant la plénière de l'Assemblée nationale, il vous donnait 1 minute pour leur adresser au regard de ce qu'il y a et des tableaux peints de la situation des droits humains et des tensions qui pourraient toutefois briser cet élan de cohésion et de l'unité nationale tant cherché, sollicité, surtout à temps de guerre. En bref, un dernier mot. 1. La loi Tchani n'a plus débat parce que elle est inconstitutionnelle et on l'a remplacée par une loi portant révision de la Constitution par le même député. En ce qui concerne la loi sur la révision de la Constitution, il y a une procédure rigoureuse qui est dans la Constitution, qui est organisée par les articles 218, 219 et 220. Et là, il faudrait voir les procédures d'initiative, de vote et surtout la période d'état de siège et puis les droits qui sont déjà acquis qu'on ne peut pas réduire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aux députés? Bon, de juste constater que les deux propositions rentraient dans le marketing politique de ce parti politique qui a bien réfléchi, mais malheureusement, ça nous a pris tellement de temps et ça, pour arriver à constater que c'est inconstitutionnel, pour arriver à accepter que c'est inconstitutionnel, ça a mis le pays en risque, comme nous qui vivons au Katanga. Bon, la population est déjà en tiraillement. Le Katanga est un peu particulier parce que depuis les années 60, avec ses velléités sécessionnistes, et puis les années 70, il y avait cette épuration ethnique. Et puis, si vous voulez y revenir maintenant, tous ces sentiments sont en train de remonter. Et puis, regardez, ceux qui avaient fait la sécession katangaise étaient des pères et des mères. Ceux qui avaient fait l'épuration ethnique au Katanga étaient tous des pères et des mères. Ils n'avaient pas la loyauté à 100%. Donc le débat ici qu'on nous amène, c'est un faux débat. Et je voulais terminer par une courte et une petite question. Pas par le fait que vous travaillez au Katanga. Est-ce que les acteurs de la société civile, de votre trempe comme les autres jeunes, de la Lucha, Firimbi, les citoyens, bref, il y en a des mouvements citoyens qui se raccommodent également aussi au combat que vous avez livré il y a bien longtemps, qui finance vos activités? On nous dit que dans ce débat, oui, il y a des millions qui
qui circulent, surtout des acteurs politiques qui se trouvent être lésés par ce genre de débat et qui vous mettent des paquets, puisque l'opinion a besoin de le savoir. Là, vous posez une question en l'air. On nous dit qu'il y a des millions. Je ne voulais pas pointer à quelqu'un. Je vais vous préciser, pour mon organisation, l'Institut de recherche en droits humains est financé sur ce projet particulier de lutte contre ce projet de loi qui risque de mettre le pays à feu à sang par un département, plutôt par l'Organisation de développement et de démocratie internationale. C'est une organisation américaine qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Depuis les années Mobutu, nous avons toujours travaillé avec cette organisation qui nous a financé. Ça fait plus de 35 ans que nous travaillons là-dessus. Lorsque nous avons travaillé là-dessus contre Mobutu, les gens des Kibasa qui étaient tabassés à Lubumbashi, des Tshisekedi, des Kabalou, nous appuyaient. Ils étaient très contents. Et lorsque nous travaillons sous le régime de Kabila, le père, les gens de l'opposition étaient très contents. Lorsque nous avons travaillé pour soutenir Tchebeya, Rossi, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient très contents. Ce sont les mêmes bailleurs que nous avons et nous avons les mêmes convictions. Il faut plutôt regarder la technicité des arguments que nous vous avançons plutôt que de chercher qui nous donne l'argent. Parce que si vous voulez même des chiffres, nous allons vous donner des chiffres de nos budgets et ça ne vous amènera à rien. Amenez-nous des arguments. Si vous avez des arguments contre nos arguments, là nous serons contents. Non, si je le pense, c'est juste pour le public et ça a été long, ça a été clair, mais c'était important pour que chaque Congolais se fasse une idée. Le pays nous appartient tous. La Constitution a laissé une fenêtre, même aux Congolais qui n'ont ni père ni mère congolais, mais qui se sont naturalisés d'avoir place ici en République démocratique du Congo. Mais il y a également, dans une démocratie, on peut imaginer, on peut proposer, on peut élaborer un projet comme ça a été Tingui et Noël Chani. On peut venir dans un plateau de télévision, comme a fait le président de l'Institut de recherche des droits humains, Maître Tshiswaka, que nous remercions d'ailleurs pour son éloquence, les détails et les éléments. Vous sentez que la matière elle était abondante. Nous vous promettons, dans un autre numéro où nous les recevons, on va réapprofondir cette question et voir éventuellement qu'est-ce qui fâche de manière générale dans cette constitution de la République démocratique du Congo. Le professeur Kabisa fait état de 43 articles qu'il faille élarguer de la constitution. Les autres disent c'est une constitution de Bénigéra. Et de toutes ces questions, nous sommes intéressés. Et vous voulez la vérité? Alors, continuez à vous attacher, à vous abonner à notre chaîne Tango Ekoki RDC. Maître, nous vous remercions d'être venu et d'être passé de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa et être à ce plateau pour discuter des questions que beaucoup de Congolais attendaient des réponses. Merci beaucoup à Tango Ekoki. Je pense que Tango Ekoki, ça veut dire il est temps. Comme il est temps de mettre fin à cette émission, je vous remercie et au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tango Ekoki, Tango Yangoyo Ekoki, Papa Stéphane Balamwange, oh yeah yeah.